Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du mardi, comme d'habitude. Oui, aujourd'hui, format un petit peu particulier, mais on l'a déjà fait. C'est tout simplement une foire aux questions. Donc vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, mais attention, le sujet, et il est mentionné juste ici, c'est le couple. Le couple, les sentiments, la sexualité. Si vous avez une question sur ce sujet, vous pouvez la poster directement, soit là, directement en commentaire, soit vous avez le petit widget question qui est juste ici et qui est bien pratique également pour répondre. Donc profitez-en. Aujourd'hui, pour cette foire aux questions, on va accueillir le thérapeute Christophe Niot pour ça. Donc parfait, je vais lui envoyer la demande. Alors, Christophe, c'est lui donc qui répondra à toutes vos questions et c'est moi, par mon intermédiaire, que je lui poserai donc vos questions. On se connecte à Christophe. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour Charlotte, merci et puis bonne année à tous et puis tous mes vœux de réussite pour cette année à tout le monde et à tous les internautes Merci. qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci Christophe. Très belle année 2026 à toi aussi. Qu'elle soit lumineuse et douce. Voilà, c'est ce que je souhaite vraiment aux personnes. On se le souhaite en tout cas. Merci donc d'être présent aujourd'hui, Christophe. Je vais quand même te demander de te présenter, s'il te plaît, avant de commencer cette foire aux questions. Alors Christophe, thérapeute de couple et sexothérapeute, donc j'œuvre depuis un certain nombre d'années à travers un site donc qui s'appelle harmoniedécor.fr, harmoniedécor tout attaché.fr, et puis je suis présent sur la plateforme psychologue.net pour, je dirais, étoffer ma patientèle et puis pour aussi participer comme ça à des actions et des activités avec vous. Voilà pour la présentation globale. Super, merci Christophe. Alors aujourd'hui, tu vas faire une foire aux questions. Je vais te poser les questions il y a déjà quelques-unes qui ont été posées et je les ai bien regardées et notées. Alors les foires aux questions aujourd'hui, je le rappelle, elle est sur le couple, les sentiments et la sexualité. Donc n'hésitez pas. Soit vous pouvez poser vos questions directement dans le widget questions qui est juste en dessous, soit vous pouvez directement en commentaire. Voilà, n'hésitez pas. Alors, il y avait déjà des questions qui étaient tombées, tu l'as vu en story. Alors, je vais commencer avec une question de Daniela qui nous a demandé « Est-ce que l'homme recherche plus le sexe dans une relation amoureuse ?» Alors, oui et non. Je dirais que ça, c'est un gros cliché, mais c'est pas un cliché pour rien. C'est que souvent, c'est vrai que les hommes ont plus d'appétence, en tout cas pour la sexualité, et les femmes sont plus souvent émotionnelles. C'est-à-dire qu'une relation pour une femme est souvent, alors je parle bien sûr en généralité, c'est jamais le cas de tout le monde à 100%, hein, mais les femmes sont beaucoup plus dans le relationnel, dans l'émotionnel, dans le sentimental, alors que l'homme, pour en fait finalement montrer ses sentiments, il a l'impression qu'il a besoin d'une activité physique, donc d'une relation plus charnelle que finalement émotionnelle et sentimentale. Malheureusement, le désir en fait se construit inversement chez l'homme et chez la femme, ce qui fait que ça crée des déséquilibres. L'homme va créer du désir par le physique, on va dire, et la femme va créer du désir par le lien émotionnel et sentimental. Ce qui fait que les deux ont parfois du mal à se relier. D'accord. Bah, très bien expliqué. Merci Christophe pour cet éclaircissement. On a Marjolaine qui nous disait comment savoir si on a toujours des sentiments pour son compagnon au bout de 15 ans de vie. Bonne question. Alors, je pense que comment le savoir, ça on le ressent au fond de soi, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, quand le partenaire est éloigné ou qu'il est indisponible pendant un certain temps, si on n'a pas de petits picotements ou de manque ou quoi que ce soit, là, c'est vrai qu'on peut commencer à se poser des questions et c'est peut-être simplement l'habitude qui fait qu'on reste ensemble et qu'on est comme ça un peu accrochés l'un à l'autre. Mais dès qu'on ressent un manque, même des fois quand il y a un peu de jalousie, voilà, d'attirance l'un à l'autre, c'est certainement qu'il y a encore des sentiments. Donc, ce que j'invite à faire, hein, malgré les 15 ans ou les 20 ans, les 3 ans, quelle que soit la durée d'une relation, c'est de toujours faire attention et de toujours poursuivre les efforts dans le couple, hein. C'est pas parce qu'on a fait des efforts au début pour se mettre ensemble, là on les fait naturellement, c'est pas parce que la relation a commencé qu'il faut se dire, bon, ça y est, on est tranquille, maintenant c'est dans la poche, on peut y aller plus tranquillement. Eh ben non, en fait, hein, il faut toujours avoir au quotidien, moi je dis vraiment au quotidien, des petites attentions l'un pour l'autre. Et c'est ça qui fait revivre et perdurer les sentiments dans la relation.
D'accord. Merci Christophe. Alors, il y avait Natalia aussi. Alors, Natalia nous demandait pourquoi j'aime avoir mal pendant les rapports. Alors, tout dépend quel type de mal. Alors, c'est un peu souvent lié à des pratiques un peu, on va dire, un peu décalées par rapport à la sexualité, on va dire, classique. Donc, les rapports un peu parfois de domination et on peut ajouter un peu de violence. Alors, tout dépend ce qu'elle appelle violence, hein. J'imagine que c'est quand même de la violence contenue, hein, Mhm. que ça va pas jusqu'à aller fracturer un membre ou je ne sais quoi, enfin Non, des trucs horribles, hein. j'imagine un peu. Voilà. Donc bon, alors ça a été très 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 démocratisé par les films 50 nuances de Grey et compagnie, hein, où cette sexualité un peu brutale a été mise en avant. Mais c'est vrai que ça peut dépendre des personnes et souvent ça dépend aussi de leurs antécédents, hein. J'ai souvent remarqué que les femmes qui présentent ce genre de- d'appétence ont parfois eu des traumas par le passé et c'est une sorte de réminiscence. Bon, mais bien sûr là, je parle pas pour tous les cas, hein, mais ça arrive assez. Enfin moi en tout cas dans mes consultations, c'est ce que je rencontre assez, je peux pas dire régulièrement, mais de temps à autre en tout cas. D'accord. Alors, il y a une autre personne, je fais exprès de pas donner les pseudos parce que ça peut être un peu particulier pour certaines questions et je l'entends tout à fait de garder l'anonymat. Comment faire si on a des envies différentes en couple et si un blocage traumatique survient euh, pour la femme au moment de l'orgasme? Alors alors, je vais déjà répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le blocage traumatique? Je pense qu'il faut travailler dessus, hein. Ça se fait en séance, hein, évidemment. Et c'est bien dommage de se retrouver finalement bloqué au péage, hein, et de pas avoir finalement son dû derrière. Donc ça se travaille en séance individuelle. Et puis on peut avancer là-dessus, hein. Il y a pas de souci. Et le début de la question, pardon. C'était comment faire si on a des envies Ah oui. différentes? Alors les envies différentes, ça c'est je veux dire, dans la majorité des cas, hein, il est extrêmement rare que les deux partenaires aient pile poil envie au même moment. Hmm. Euh, alors parfois, je dirais que quelque part, on n'a pas forcément envie, mais on n'a pas non plus la nécessité de dire stop ou j'en veux pas du tout. On peut très bien se laisser dire bon bah pourquoi pas. Un peu comme parfois on n'a pas forcément faim, mais bon, on voit un petit plat appétissant ou un gâteau appétissant, on se dit tiens, je vais peut-être le goûter, c'est peut-être sympa. Puis après on le finit parce qu'on se dit bah oui, c'était sympa. Et dans la relation intime, ça peut être un peu la même chose. Mais ce que je dis toujours, de toute façon, il ne faut jamais se forcer. Ça, c'est vraiment c'est l'impondérable. On peut pas passer au-delà de ça. On ne se force pas. On le fait si on le souhaite. Et puis, il faut surtout, c'est accepter le refus de l'autre et ne pas le prendre contre soi, mais bien le comprendre comme étant une partie de la personne en face et qui n'en a pas envie à ce moment-là. Et ben, c'est pas grave. On repropose, bah, je sais pas, quelques heures après, quelques jours après, peu importe. D'accord. Merci Christophe. Ah, c'est intéressant. J'ai vu que les questions s'étaient mises, mais sans mettre le nom des personnes. Ça, c'est pas mal. Ok. Il y a une autre personne qui nous demande, est-ce qu'une personne qui souffre de traumatisme de l'abandon peut se rétablir seule? Alors ça, c'est pareil, hein. Souvent, ce traumatisme-là vient de l'enfance et on va le porter assez longtemps tant qu'on n'aura pas vraiment travaillé dessus et compris pourquoi il s'est mis en place. Euh, je dirais que c'est compliqué si justement on n'arrive pas à travailler dessus et vraiment avancer sur cette problématique, hein, parce que c'est personnel, hein, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Euh, on peut tout faire. Ça se travaille, toujours petit à petit, etc. Mais souvent, ça prend un peu de temps, hein. Donc, ça, faut pas se le cacher, hein, c'est jamais instantané. D'ailleurs, en thérapie, il y a peu de choses qui sont instantanées, hein. Souvent, c'est par la répétition et par l'habitude qu'on reprend petit à petit ses marques et puis qu'on avance, hein. Et ça demande bien évidemment des efforts. Donc, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Là, D'accord. faut venir en consultation et puis travailler déjà essayer de comprendre le pourquoi, quelle est l'origine, et puis après travailler sur les, les conséquences. D'accord. Merci Christophe. Alors, on a une autre personne qui nous demande comment savoir si la personne avec qui l'on est sera notre partenaire de vie et le futur papa-maman qu'on souhaite.
Alors ça, j'aimerais bien le savoir, et là, je me ferais payer des fortunes. Je vous- mais malheureusement, ça, c'est un peu comme quand on va jouer au loto ou quels que soient les jeux un peu de hasard, hein, puisque la vie, c'est quand même un hasard de rencontre. On ne peut pas garantir quoi que ce soit. Par contre, on peut mettre, je dirais, les bonnes dispositions en place pour que justement perdure un peu ce que je disais au début, hein, les sentiments. Donc faire perdurer la séduction au sein du couple, s'aménager des temps de couple vraiment profitables pour chacun, où on va avoir des activités, je dirais plus ou moins communes, Commune. des ouais, des champs d'intérêt aussi qui vont se rapprocher, etc. Euh, c'est justement en s'ignorant et en laissant la vie suivre son cours que là, on risque fortement de tomber dans des travers qui font qu'on s'éloigne et que on risque de ne pas se retrouver finalement au bout d'un certain temps et puis se dire, ben voilà, c'était pas la bonne personne. Hmm, d'accord. Merci Christophe. Alors, on avait une autre question sur la sexualité. Un couple peut-il survivre sans sexe? Bien sûr, pourquoi il ne pourrait pas? Je dirais qu'il peut je dirais que la seule chose, c'est il pourrait survivre uniquement si les deux partenaires ne sont pas en souffrance de ce manque de sexualité. Si l'un des deux est en souffrance parce que bah, l'autre s'y refuse, là, effectivement, ça va créer un dysfonctionnement, hein, et au bout d'un moment, le stress et la souffrance sera telle que ça va commencer vraiment à créer un dysfonctionnement dans le couple et ça va engendrer de la tension, des colères, des disputes, des griefs, de l'angoisse, etc. Et à un moment donné, ça sera plus vivable, en tout cas pour l'un des deux. D'accord. Donc finalement, il suffit juste d'avoir les mêmes besoins ou de s'accorder sur ces besoins-là, en fait. Exactement. D'accord. Alors, on a une autre question intéressante aussi. Comment gagner en sécurité émotionnelle dans l'intimité? Alors, bah, ça, c'est aussi une question aussi de confiance en soi et une confiance envers l'autre partenaire, hein, parce que quand on a comme ça ces difficultés à être en confiance ou se sentir libre dans l'intimité, c'est qu'il y a quand même une peur du jugement, une peur du regard de l'autre. Il y a ces angoisses qui vont remonter. Et donc, je pense qu'il faut travailler dessus pour réussir à, comme ça, plus se libérer et se dire que de toute façon, la plupart du temps, le partenaire ne sera pas dans le jugement. Enfin, le ou la partenaire. Quand je dis le partenaire, c'était au sens général, pardon. Mais il y aura pas de jugement. C'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation, on reçoit ce qu'on nous donne et puis on accepte ça. Si par contre on est dans une relation où il y a des remarques, des tensions, des pics comme ça, c'est que quand même il y a déjà un problème déjà bien ancré et qu'il faut peut-être venir travailler justement en thérapie de couple ou autre. D'accord. Merci pour cette explication. Je viens de voir que dans les commentaires, il y avait aussi Juliette qui a posé une question. Comment retrouver une libido après plus de 20 ans de couple? Bah là, c'est pareil. Normalement, je dirais que c'est vrai que si on fait attention au couple, la libido, elle peut comme ça se nourrir d'elle-même par les petites attentions qu'on a au quotidien, par les activités qu'on fait ensemble, etc. Alors, c'est jamais perdu. On peut toujours la retrouver. Mais bien sûr, pour ça, il faut retrouver justement cette intimité, euh, ce, ce, ce lien, ce lien qu'on va recréer ensemble. Donc refaire des activités, refaire moi, ce que j'appelle un peu des soirées de couple, etc., où on va vraiment être là l'un avec l'autre et là l'un pour l'autre. C'est extrêmement important. Euh, mais comme toujours, ça se travaille. Alors, si vraiment il y a besoin, venez me consulter là en thérapie de couple. Je vous donne tout un tas d'exercices à mettre en place justement pour retrouver cette libido qui semble un peu vous manquer. D'accord. On a Chrissy aussi qui nous dit, est-ce que les addictions au porno, elles détruisent la libido? Alors malheureusement, elles ne font pas que détruire la libido. Alors bon, souvent, ce que je constate quand même, c'est beaucoup une addiction masculine. Et donc il y a souvent, en plus de la perte de libido, alors qui est due au fait que le cerveau étant submergé d'images pornographiques, visuelles, etc., dans la vraie vie, finalement, il ne retrouve pas, hein, il se retrouve un peu perdu et puis affamé finalement devant un corps simple finalement, hein, si je puis dire entre guillemets, hein, d'une femme ou d'un homme à ses côtés. Et donc bon,
Si vous étiez habitué à faire un repas gargantuesque et puis d'un coup on vous donne une petite noisette au milieu de l'assiette, vous allez vous dire ouais bof, il y a que ça. Ok. Hmm. Et ben là c'est un petit peu la même chose. Mais le problème c'est que non seulement ça va détruire la libido, mais en plus ça peut provoquer des problèmes d'érection, des problèmes de confiance en soi derrière qui en découlent, etc., etc. Donc c'est plutôt quelque chose où il faut vraiment faire très attention. La pornographie est tellement accessible et tellement facile, je dirais, à consommer que malheureusement, ça a souvent des répercussions négatives sur le couple. Ouais. D'accord. Merci Christophe. J'ai vu Asa qui nous a dit ma libido baisse avec la charge mentale. Je pense que c'est quelque chose de très courant. Comment faire pour ne pas laisser la charge mentale prendre le dessus sur l'envie? Bah, moi, je dirais l'inverse, c'est comment faire pour faire baisser la charge mentale, hein, parce que le problème, c'est la charge mentale, hein, c'est pas la sexualité ou la libido. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui provoque cette charge mentale et de venir essayer de l'atténuer par divers moyens. Alors ça peut être, voilà, je sais plus, ah non, on sait pas qui. C'est vrai, ouais, il y a l'anonymat de Là, il y avait question. le nom. Il y avait le nom cette fois, c'était Asa. Mais D'accord, ok. Alors souvent ça peut être aussi soit de la fatigue, hein, surmenage par le travail, surmenage par les tâches domestiques, surmenage par les enfants. Enfin, il y a plein de facteurs en fait hein, qui vont peser. Ça peut être aussi des problèmes économiques, enfin, des problèmes de santé, etc. Et c'est en essayant de résoudre un à un finalement, ou en tout cas en partageant la charge mentale à deux, hein, parce que quand on se met en couple, c'est aussi pour partager ça, bien bien sûr. évidemment, que l'on peut réussir à faire baisser cette charge mentale et donc retrouver un regain de libido. D'accord. Alors, j'avais vu une autre question de Bobby qui nous disait bonjour, je voulais savoir comment stopper la dépendance affective. Alors ça, c'est toujours pareil, hein, c'est aussi une question qui arrive souvent parce qu'on a des antécédents dans la façon dont on a, pardon, dont on a été élevé. Donc on a ce besoin absolu de se sentir aimé, enfin, avec de l'attention à l'autre, etc. Et c'est pareil, c'est un travail qui se fait petit à petit en séance, où on va travailler différentes actions à mettre en place, regain de confiance en soi, regain d'estime de soi, pour retrouver finalement une vie beaucoup plus sage et avec moins d'élan en fait vis-à-vis de l'autre parce qu'on va compter plus sur soi et un peu moins sur l'autre hein, parce que souvent c'est un peu ça, c'est un inversement des rôles. Hein. On va compter sur l'autre pour satisfaire nos propres attentes et c'est jamais ce qu'il faut vraiment attendre dans un couple. En tout cas, on est là pour se seconder et non pas pour subvenir aux besoins de l'autre. Ouais. Merci Christophe. Alors, on a Olivia qui nous dit un compagnon qui met un film coquin pendant le rapport. Comment prendre ça? Alors si c'est de temps en temps, bon, à la limite ça peut être quelque chose pour un petit peu égayer l'activité physique. Par contre, si c'est à toutes les séances sexuelles, là, il faut commencer à se poser des questions. Ça veut dire effectivement qu'on est rentré dans l'addiction du côté de son partenaire, et parce que pour lui, le besoin d'excitation, en fait, son cerveau a matérialisé le fait que l'excitation venait d'une production pornographique et non pas forcément de sa partenaire. Donc là, c'est toujours un peu embêtant et ça risque plus le temps va avancer et plus les troubles risquent d'apparaître et de devenir de plus en plus embêtants. Donc je pense que D'accord. c'est quelque chose qu'il faut aller, enfin en tout cas là c'est le partenaire, il est préférable qu'il aille essayer de consulter justement pour cette addiction à la pornographie. D'accord. Alors, on a Mais, Julie. Oui, mais de temps à autre, pourquoi pas si ça peut égayer l'un et l'autre. Par contre, si la personne, elle, ça la dérange, bah, faut le dire aussi. Hein, elle n'est pas obligée bien de sûr. subir. D'accord. Merci Christophe. Est-ce qu'on peut, c'est Judith qui nous dit, peut-on aimer quelqu'un et ne pas être compatible? Ah bah oui, malheureusement, ça arrive plein de fois, ça. Parce que des fois, on a des idées de vie complètement opposées. Hein. Un exemple tout simple, hein, le truc le plus basique. Un des deux partenaires veut des enfants, l'autre n'en veut pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'il y en a qui se sacrifient ou est-ce que on se dit finalement on n'est pas compatible, on n'a pas la même exigence et envie de vie, donc à un moment donné, oui, faut soit on se dit j'écoute mes sentiments, mais je risque d'en souffrir, soit je me dis ok, la raison est peut-être un peu plus forte que les sentiments et sur le long terme je risque d'y gagner, donc il est peut-être préférable de se quitter à un moment donné pour se dire on va se donner l'un et l'autre les possibilités d'avoir la meilleure vie possible à l'avenir. D'accord, mais chacun de son côté. D'accord. Alors, on a Magali qui nous dit comment savoir si un couple traverse une crise normale ou une vraie fin. Est-ce que ça existe une crise normale? Déjà une crise, c'est déjà un peu embêtant, hein. C'est pas tout à fait logique. On peut avoir des échanges des fois un petit peu houleux parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. On peut avoir quelques disputes de temps à autre. Mais quand c'est vraiment une crise où il y a des blocages forts, où il y a vraiment parfois des silences ou au contraire des tensions qui sont permanentes, voire plusieurs fois par jour, etc. Là, oui, ça devient vraiment un peu embêtant. Moi, ce que je conseille toujours, hein, c'est de ne pas attendre, de venir rapidement en consultation de couple, parce que très souvent, c'est des désagréments que l'on peut tout à fait traiter, mais le problème, hein, c'est que plus on va attendre, et plus les choses vont être vraiment, les tensions, il y aura tant de griefs et de rancœurs de part et d'autre qu'après ça devient de plus en plus compliqué et il y a des personnes qui ont du mal à passer l'éponge et à se dire oui bon ok on oublie un peu ce qui s'est passé et on repart de nouveau. Donc plus on s'y prend tôt et mieux c'est. Mais une fois que c'est en place les crises, faut vraiment s'en préoccuper, hein. C'est des signes vraiment importants à prendre en compte. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Greg aussi. Pourquoi certaines personnes, elles fuient dès que la relation devient sérieuse? Ça, c'est la peur de l'engagement, donc c'est un peu l'inverse de la peur de l'abandon, hein, donc c'est exactement l'effet opposé, c'est-à-dire que j'essaye de rentrer dans une relation, mais dès que je vois que c'est un peu sérieux, j'ai l'impression je stresse, hein, j'ai un stress qui monte, qui m'angoisse, et donc je fais tout pour que la relation cesse, ou en tout cas je m'éloigne, je reviens, je m'éloigne, je reviens, pour qu'il n'y ait jamais vraiment d'installation d'une relation saine et durable. Donc, de la même façon, il faut essayer d'en trouver les causes pour essayer de traiter derrière les effets. D'accord. Merci, merci. Alors, j'avais vu autre chose. Alors, là, ça va être compliqué. Comment arrêter d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas pareil? Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a, enfin, je sais pas ce qu'elle entend par la personne par ne nous aime pas pareil, parce que Alors, j'imagine qu'elle l'aime pas autant, ou peut-être qu'elle sent qu'il y a une sorte ouais, de exactement. dérèglement et que finalement elle sera jamais aimée autant qu'elle aime et que c'est pas possible, j'imagine, dans cette relation pour elle. Ouais, visiblement. Alors, s'il n'y a pas les mêmes attentes de chacun. Alors, les sentiments, enfin, on n'est pas obligé d'aimer exactement au même niveau, hein. Ça, c'est pas. D'ailleurs, ça n'arrive jamais puisque c'est très difficile à quantifier. Je sais que je fais toujours l'exercice en séance de demander aux partenaires leur niveau de sentiment, hein. Je leur donne une échelle de l'indice, un peu comme la douleur, mais c'est très compliqué de se dire ah oui là je suis à X ou Y. Enfin, donc et vous avez des personnes qui sont capables d'aimer à 100% et puis vous avez des personnes qui n'arrivent jamais à 100%, ils restent à 80% ou moins. Euh, je pense que c'est pas forcément un problème si derrière, globalement, on est heureux, on est satisfait, tout se passe bien, etc. Hein. Si on ne manque ni d'attention, ni d'une sexualité épanouie, ni d'une connivence certaine, enfin voilà, il y a pas de souci. Après, c'est dès que ça commence à poser des problématiques que là, il faut vraiment s'en préoccuper. D'accord. Mais c'est pas possible d'arrêter d'aimer quelqu'un du jour au lendemain, j'imagine. Bien sûr que si. C'est pas vraiment un choix. Enfin, ça met du Ah temps non, d'arrêter d'aimer quelqu'un. ah oui, alors ça, c'est aussi une problématique, c'est que les sentiments, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, hein. Malheureusement, c'est souvent des facteurs extérieurs ou internes au couple qui font que les sentiments peuvent baisser, baisser, baisser jusqu'à peut-être disparaître. Mais et puis c'est pareil, on peut très bien tomber amoureux de quelqu'un sans vraiment le vouloir. Alors, il y a toujours une part de volonté quand même. On se met dans des conditions qui font que les sentiments peuvent apparaître ou disparaître.
hein. Mais derrière, il n'y a aucune garantie qu'ils reviennent ou qu'ils disparaissent, suivant le cas. Et c'est ça qui est un peu compliqué parfois. Alors justement, je vais rebondir, j'ai vu une question qui est passée juste avant, et c'est une personne qui demandait est-ce qu'on peut aimer deux personnes en même temps? Oui, alors l'amour est multiple. Il y a des personnes qui en sont capables, d'autres qui en sont totalement incapables, hein, et pour ces personnes-là, ça se joue en vase communicant, c'est-à-dire que j'aime une personne et puis après, ben, si j'ai des sentiments pour une autre, bah, ça va faire un transfert de la première vers cette deuxième. Et puis vous avez des personnes qui sont tout à fait capables d'aimer une, deux, trois, quatre, X personnes en même temps, de manière plus ou moins égale, et ça ne leur pose pas de problème. Donc oui, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est pour la personne qui est en face où c'est parfois difficile à gérer ça. D'accord. Merci pour L'idéal, c'est de trouver des couples où les deux puissent avoir ce même type de sentiments multiples. D'accord, en effet. Merci Christophe. Alors, il y avait une autre question de Paul. Est-ce qu'on peut aimer sainement quand on manque d'estime de soi? Ben, malheureusement, ce que je dis toujours, hein, pour que l'on puisse être aimé, il faut aussi un peu s'aimer soi-même. Donc si on vraiment on se déteste, malheureusement, ce qui se passe, c'est que notre corps, hein, par la communication non verbale, va envoyer plein de signaux inconsciemment autour de soi, ce qui fait qu'on est généralement perçu comme étant quelqu'un de particulier ou qu'on n'a pas forcément envie d'approcher, etc. Et donc, au niveau des sentiments, c'est pareil, ça va mettre une sorte de barrière à ceux-ci et ils ne pourront visiblement pas s'exprimer pleinement. Donc c'est pour ça qu'il est bien souvent là je parle de la personne hein, qui est en face, hein. C'est pour ça qu'il est bien de travailler aussi sur cette estime de soi, sur cette confiance en soi. Je dis pas qu'il faut être complètement explosif sur ces deux caractéristiques, mais en tout cas il faut en avoir un minimum pour, je dirais au moins réussir à rentrer dans une relation saine et que les choses soient partagées de façon à peu près uniforme. D'accord. Alors, on va terminer encore avec deux questions. On a un peu de temps. Il y a Pointo qui nous dit quel conseil avoir quand des disputes basiques prennent des ampleurs énormes? Alors ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Le verre est dans le fruit. Parce que normalement, justement, quand tout va bien, sur des problèmes basiques, on va se dire, bon, bah, c'est pas très grave, je passe outre, ok, ça m'a un petit peu agacé, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que quand il y a de la tension dans le couple, hein, alors une tension larvée ou non, hein, le moindre petit truc, le petit caillou sur la route, va créer des tempêtes. Et c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il se passe réellement et qu'est-ce qu'on doit faire pour justement réussir à surmonter les obstacles qui apparaissent devant nous et de ne pas faire de ce petit caillou quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Donc là, c'est pareil, thérapie de couple en général, c'est la meilleure façon d'y parvenir. D'accord. Merci Christophe. Et on va terminer avec cette question de cette personne qui nous dit je viens de quitter mon conjoint et là, c'est une bataille infernale entre ma tête et mon cœur. Comment faire? Alors, elle vient de quitter son conjoint, donc elle l'a fait quand même de façon volontaire. Alors, ce que je dis toujours, hein, quand j'ai des personnes en thérapie, c'est que quand on prend une décision, il faut la prendre, je dirais, en étant sûr de soi. Donc, c'est-à-dire qu'on a pesé le pour et le contre et on est vraiment tout tenté, en tout cas, pour aller dans la direction où on souhaite aller. Et une fois qu'on a pris cette décision, il ne faut plus la regretter. Là, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne est un peu dans le regret en se disant mince, bon, j'ai fait le choix de partir, mais finalement, je ressens encore des sentiments. Donc, est-ce que j'ai vraiment fait le choix de partir? La question à se poser, c'est pourquoi je suis parti. Il y avait très certainement de bonnes raisons, et c'est ces raisons-là qui importent plus généralement sur le fait qu'on ait des sentiments. D'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire que souvent, les femmes battues dans les couples, hein, qui restent en couple malgré les coups qu'elles reçoivent, c'est parce que justement, elles se disent, oui, mais je reçois des coups, mais c'est pas grave parce qu'il m'aime. Ouais, Et je l'aime. ouais. Et on va accepter beaucoup de souffrance, de violence, etc., à cause des sentiments qui, en fait, finalement, nous mettent des œillères. Ouais. Donc souvent, les sentiments, je vais pas dire les mettre de côté, mais en tout cas, c'est pas forcément l'élément le plus important à prendre en compte, hein. C'est important, mais c'est pas l'élément primordial. Quand ça va pas bien dans un couple, en général, même s'il y a des sentiments, c'est qu'il y a quand même quelque chose au fond
qu'il faut solutionner et qu'il faut vraiment affronter. Voilà. D'accord. Merci Christophe d'avoir été présent aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Il y en a eu pas mal et il y en a encore. Je vous invite tous, ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à parler directement avec Christophe. Vous avez son compte Harmonie Décor Exactement. FR. Donc voilà, n'hésitez pas. Je sais pas, Christophe, si tu as un dernier message aujourd'hui à transmettre, soit sur ton cabinet, soit sur le couple en général. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, ce que je disais tout à l'heure, n'attendez pas le dernier moment, vraiment, 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 vraiment. Ça, c'est souvent, malheureusement, j'ai des couples qui arrivent, qui sont au bord du gouffre et limite, ils ont même un pied dedans et qui tentent de sauver quelque chose qui devient extrêmement difficile pour l'un et pour l'autre, parce que là, ça demande beaucoup d'efforts de la part de chacun et beaucoup d'investissement. Alors que si on avait fait la petite visite de routine, on va dire, dès les premiers problèmes qui apparaissent, souvent ça se passe beaucoup mieux et on arrive plus facilement comme ça à résoudre les crises et les tensions qui se mettent en place, on va dire presque naturellement dans le couple. Hein. C'est un peu comme tout, hein. De temps en temps il faut un petit peu de réglage, etc. Comme n'importe quoi. Et voilà. Et souvent avoir un regard extérieur permet justement de dénouer hein, les problématiques qui se sont installées dans le couple. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais oui, s'il y a des questions auxquelles j'aurais pas répondu ou bien répondu, vous pouvez toujours me les poser en DM sur Insta. Je tâcherai d'y répondre. Et si vraiment c'est trop compliqué, je vous conseillerais de venir me consulter en séance. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Merci Christophe d'être venu aujourd'hui et d'avoir apporté toutes ces informations, tous ces compléments qui étaient nécessaires. Merci beaucoup Christophe, je te souhaite une très belle journée et merci encore pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi Charlotte. Eh bien, je vous dis à tous et à toutes au revoir et puis peut-être à bientôt. Voilà. Belle journée, merci Christophe. Je te laisse quitter avec la petite croix qui est juste au-dessus de toi.